vous, l'avion a disparu? J'ai aucune compétence en la matière. Mais voilà. Mais ce que je veux dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'ensemble des événements qui tournent autour des éléments du 11 septembre. L'avion de Pennsylvanie, les tours et le Pentagone. Et c'est vrai que si, pas uniquement sur le cas du Pentagone, il y a des éléments troublants qui viennent du simple fait qu'il y a un lock-out de la part des autorités américaines pour pas que nous ayons l'information. Il y a un vide d'information. Il y a un vide d'information complet. Mais qui, en effet, n'est pas entièrement surprenant, même s'il est légitime de poser un certain nombre de questions. Alors, je voudrais quand même, Guillaume Brossard, on ne vous a pas entendu, je disais que vous avez été assez souvent, vous vous occupez d'un site qui est spécialisé, on va dire, dans l'identification et aussi la dénonciation des rumeurs sur Internet, et vous avez fait pour l'instant un petit peu, on va dire, la bataille de cartes avec le travail du réseau Voltaire. Qu'est-ce que vous en pensez et comment vous avez traité cette affaire? Hoaxbuster, c'est pas essentiellement la dénonciation des rumeurs, c'est on répertorie les rumeurs et on infirme ou on les confirme, puisqu'une rumeur n'est pas forcément fausse. C'est juste. Donc là, dans le cas qui nous préoccupe, nous, à la base, on part on n'a aucun a priori. C'est-à-dire, on se dit, après tout, c'est peut-être vrai. Et notre travail va consister à voir si les arguments qui sont exposés sur le site du réseau Voltaire et asile.org tiennent debout ou pas. Pour faire ça, on va interroger des contacts qu'on peut avoir de par le monde et qui vont nous apporter des réponses. Là, en l'occurrence, on va interroger des experts en aéronautique, on va interroger des spécialistes des médias, notamment aux États-Unis, et des gens qui s'occupent aussi des rumeurs aux États-Unis. D'ailleurs, intéressant de noter que, Jean-Bernard Cadier l'a dit tout à l'heure, la rumeur qui circule sur l'avion du Pentagone, l'avion fantôme du Pentagone, n'a aucun écho aux États-Unis d'aucune sorte, y compris sur Internet. Or, moi, j'ai deux sénateurs qui m'ont téléphoné. Le livre, la thèse n'est pas exposée sur le net nulle part. Là, le livre L'effroyable imposture dénonce des choses beaucoup plus grandes que le simple fait est-ce qu'il y a eu un avion ou pas contre le Pentagone. Or, l'attention entière des internautes français, et nous tous ici réunis, se cristallise sur cette histoire du Pentagone. Donc là, on est bien mis face à le rôle que peut jouer Internet comme vecteur de rumeurs. Et on peut se poser la question, effectivement, de savoir s'il n'y a pas un effet de marketing par rapport au livre. On peut tous imaginer que les ventes du livre ont explosé depuis la révélation de cette rumeur, qui était une réalité. Qui était une rumeur qui restait plus ou moins larvée depuis sa apparition du mois d'octobre, jusqu'à son explosion en février. Vous connaissez le chiffre de vente de votre livre ou pas? L'éditeur, ce matin, m'a dit qu'on était à 80 000. Oui, c'est énorme, hein, vous le savez. Bon, oui, et on réédite. Il paraît que c'est le plus grand succès de librairie après Madonna. Comme ça. Bon, voilà. Donc c'est quand même assez surprenant que la rumeur ait explosé en même temps que la sortie du livre. Excusez-moi, mais je suis désolé. Je peux procéder aussi, mais je peux procéder aussi par assimilation. Il vient de vous dire de façon assez courtoise, en tout cas une chose est sûre, ça sert le marketing de votre livre et vous allez gagner un fric fou avec tout ça. Bon, ça peut être une façon de vous discréditer pour dire ce monsieur se fait de l'argent sur le sang des autres. À partir parce qu'il y a des disparus dans cette affaire, vous êtes d'accord? Non seulement je suis d'accord, mais moi je cherche à savoir ce qui s'est passé parce que je trouve qu'on se moque des familles des victimes. Si vous voulez, pour l'instant, les familles des victimes, quand on les interroge, elles sont plutôt choquées par la thèse que vous développez. Mais parce qu'elles ne l'ont pas lu. Non, mais j'entends bien. Alors on va faire un point. Est-ce que c'est pas le but du livre que de répondre à ces questions que tout le monde se pose? Mais non, c'est pas du tout ça. Alors donc le but du livre, parce qu'on n'a jamais parlé du but du livre, et là on est en train de faire vraiment fausse route par rapport à ce qu'il y a dans le livre. Non, alors attendez, je voudrais d'abord qu'on réagisse. Le livre parle d'autre chose. Le livre il parle de savoir pourquoi nous suivons actuellement la politique américaine de guerre tous azimuts. Le livre il est de démonter la justification fallacieuse de cette guerre par les États-Unis. Mais alors pourquoi est-ce que l'opinion se cristallise sur l'avion fantôme du Pentagone? Est-ce que c'est pas parce que c'est absolument... Parce que l'opinion publique a compris qu'à partir du moment où cette version-là du Pentagone s'avérait erronée, c'est l'ensemble du discours qui tombait et qu'on ne savait plus pourquoi on était dans cette guerre. Alors, et moi je suis fier que mon pays, je suis très fier que la France ait été le premier pays à mettre en cause cette politique américaine et à refuser d'aller plus loin dans cette guerre au terrorisme. Alors, juste une chose, je voulais partir à Washington, mais puisque vous abordez cette question, je vous pose la question, et c'est vrai, allons au bout de votre logique et des pensées, exprimer des arrière-pensées. Est-ce que ça veut dire qu'à vos yeux, on est entré dans une guerre, notamment en Afghanistan, qui est une guerre pour rien? Non, c'est une guerre pour quelque chose, c'est pour un pipeline, donc ça c'est pas pour rien, mais ça n'a rien à voir, la guerre d'Afghanistan n'a rien à voir avec les événements du 11 septembre. Pour un pipeline, pourquoi? Attendez, tout ça est raconté 25 fois.
Non. Bon. Pas de terrorisme, pas d'Al-Qaïda, pas de Ben Laden, Non, tout ça, c'est ça pas du n'existe tout pas. ça. La guerre d'Afghanistan, elle était prévisible depuis une dizaine d'années. Vous avez toute une littérature militaire qui l'annonce. Même ici, les HEDN avaient fait des études sur cette éventuelle guerre que tout le monde prévoyait. Elle a été décidée lors des ruptures des négociations sur le pipeline à la mi-juillet en Allemagne. Nous avons toutes sortes de témoignages là-dessus. Bon. Et il se trouve que les événements du 11 septembre ont permis aux États-Unis de présenter cette guerre en Afghanistan comme une riposte à une agression, alors que sans ça, ils auraient probablement eu du mal à la justifier devant l'opinion publique internationale. Jean-Louis Dufour. C'est tout à fait vrai. Les Sur le Américains contexte. avaient besoin d'un État. Leur défense fantastiquement contournée, leurs moyens militaires, la première puissance du monde complètement ridiculisée, ils avaient besoin de riposter. Et ils ont riposté grâce à des talibans qui leur ont offert sur un plateau un pays, on n'ose pas dire un État, à bombarder. Il n'était pas très commode à bombarder, mais c'était quand même... C'est une collusion invraisemblable. Ou alors les talibans sont idiots, ce qui n'est Alors, peut-être pas... les tours, vous en faites quoi, les 3000 morts du World Trade Ah, Center? ils existent. Et alors, dans cette vous êtes thèse, sûr? il y a donc collusion entre des militaires américains et des auteurs d'attentats qui sont saoudiens, qui sont des islamistes. Oui, le même jour, L'affaire à la est même énorme. heure, enfin... Si vous aviez titré votre livre autrement, il aurait eu moins de succès. Si vous aviez mis l'État américain agresse un autre titre, Vous comprenez moins qu'on- accrocheur, vous auriez eu moins de succès. C'est le minimum qu'on s'interroge sur votre attention. Je veux dire, il y a une couverture, il y a un titre, mais c'est très il y a- simple. et Non, mais c'est et il a raison. Alors, Oui, on il fait a un point. raison. On Mais va... sauf que ça n'a pas cette lecture-là. Moi, qui n'ont aucun rapport. je pose une question. Cette question-là, tout le monde la comprend avec une photographie. Cette photographie, elle a fait le tour du monde. Parce que n'importe où, quelle que soit la langue que les gens parlent, ils comprennent qu'il y a là un problème. Et même vous ne pouvez pas dire comment un avion rentre dans un trou de souris. Alors, Donc là, j'aimerais interroger ça, c'est Jean-Bernard votre Cadier. thèse. Attendez. J'aimerais interroger Jean-Bernard Cadier à Washington. Déjà, tout simplement sur la tournure de notre débat. Et j'aimerais savoir ce qu'il apprend ou ce qu'il n'apprend pas. Et quel écho, finalement, ce que nous sommes en train de dire pourrait avoir aux États-Unis si c'était abordé de façon, on va dire, officielle et claire. Écoutez, ça pourrait prendre un écho si on comprend qu'effectivement le but est de critiquer la politique américaine en Afghanistan, ce qui est finalement tout à fait le droit de tout citoyen du monde, et je dirais même probablement le devoir de critiquer cette hyperpuissance lorsqu'elle lance une guerre mondiale contre le terrorisme. C'est évident que tout le monde a un devoir de scepticisme, un devoir de critique dans cette matière. Je voudrais revenir sur un point. Deux fois, vous avez dit que l'amendement numéro 1 concernait une autorisation donnée aux autorités américaines, l'autorisation de mentir en cas de guerre ou pour une raison ou pour une autre. Il se trouve que si vous lisez la Constitution américaine, non, le premier amendement, précisément, le premier amendement concerne la liberté d'expression. Et la liberté d'expression, ça concerne la presse. Et nous sommes dans un pays où, bien qu'en guerre, la presse est toujours libre. Et la presse est toujours en situation d'extrême concurrence. Et la presse critique l'Amérique. La presse critique on bombarde des civils en Afghanistan, on a des prisonniers à Guantanamo qui n'ont pas de statut, on va peut-être condamner à mort un citoyen français, M. Moussaoui, qui était complice du 11 septembre. Ça, ce sont des choses qui méritent d'être critiquées. Et c'est dommage qu'on perde de l'énergie sur des affaires qui malheureusement n'ont aucun fondement pour ne pas se consacrer à des choses plus sérieuses. Juste une chose. Les Sur droits de la l'attentat, presse ont été suspendus par l'US Patriot Act, donc nous devons nous rendre compte que les États-Unis ont évolué dans leur structure intérieure, dans leur législation. en quoi et comment concrètement, pour que ceux qui nous écoutent puissent comprendre, en quoi et comment concrètement? En quoi Et qu'est-ce que c'est? Vous venez de nous dire la liberté de la presse aujourd'hui est entravée aux États-Unis. J'explique que En l'US quoi et comment? Eh bien, par exemple, l'US Patriot Act fait que les journalistes n'ont plus le secret de leurs sources, qu'ils sont forcés d'en faire état. Bon. Donc, évidemment, ça entrave toute investigation. Le Patriot Act a permis de classer secret défense l'ensemble des pièces qui touchent à ces attentats. Bon. Aujourd'hui, au niveau des investigations, vous savez qu'aux États-Unis, on peut arrêter des gens sans indiquer publiquement le motif de leur arrestation, les détenir sans limite de durée et sans même révéler leur nom. On a ainsi un nombre qui est donné de citoyens étrangers, on sait par nationalité le nombre de personnes détenues, on ne sait pas pourquoi et on ne sait pas pour quelle durée. Ça n'est pas un État démocratique. Les États-Unis, c'est le goulag? Non, c'est pas ça. Nous aimons... Écoutez, la France est un pays de liberté qui a toujours aimé les États-Unis parce que les États-Unis incarnaient la démocratie. Et lorsque la démocratie américaine est malade, notre pays doit réagir. Nous devons aider les Américains
dans la crise qu'ils traversent. François-Bernard Huyghe, alors, bon, par rapport, ça fait un moment que vous voulez intervenir, je ne vous ai pas encore donné la parole, et je crois que vous vouliez notamment réagir à ce que nous disait Thierry Messant, évidemment. Je voudrais, je ne vais pas rentrer, je ne suis expert ni en aéronautique ni en explosifs, et je n'ai visité le Pentagone une fois dans ma vie, donc je ne vais pas discuter des faits. Non, mais vous êtes un spécialiste. Je connais un peu la guerre de l'information. Voilà, la guerre de l'information et l'information stratégique. Qui me trouble, si vous voulez, c'est qu'on retrouve dans votre discours, disons, négationniste, conspirationniste. Non, attendez, vous laissez terminer. Thierry Messant. Oui, très bien. Voilà, vous le dites. Et... une structure qu'on retrouve notamment aux États-Unis, où il y a un certain nombre d'obsédés du complot. Ça s'appelle le conspirationnisme là-dedans. Là-bas, il y a des sites qui s'appellent conspiracy.com. On retrouve une structure de raisonnement qui est commune. Ce n'est pas par hasard que. Comment se fait-il qu'avec leurs moyens, ça sert bien leurs intérêts, etc. Alors, essayons. Je voudrais d'abord comprendre votre thèse. Est-ce que votre thèse est que les États-Unis ont profité des attentats du 11 septembre pour mener une politique qui sert leurs intérêts? Dans ce cas, j'adhère à votre thèse, qui est certainement vraie. Est-ce que votre thèse est les États-Unis ont laissé des terroristes islamistes faire alors qu'ils avaient les informations? Je sais qu'en ce moment, une thèse qui court beaucoup, c'est que, par exemple, les services secrets israéliens étaient au courant des activités qu'allait mener Al-Qaïda et ont laissé faire parce que cette radicalisation servait leurs intérêts. Si telle est votre thèse, j'avouerai qu'elle commence déjà à me gêner beaucoup. Si votre thèse est que les États-Unis ont mené ces attentats, car en fait, s'il y a une explosion au Pentagone le même jour que 3 autres avions s'écrasaient sur des tours ou dans la forêt, absolument, ça veut dire que ce n'est pas un hasard, je veux dire, ce sont les mêmes qui l'ont fait. Alors est-ce que dans ce cas-là, votre thèse est que une société secrète infiltrée derrière le gouvernement des États-Unis, ayant des milliers de complices, a mené cette opération, et que le barbu qu'on nous montre à la télé est une poupée virtuelle menée par la CIA? Je voudrais comprendre si c'est la thèse 1, la thèse 2 ou la thèse 3. Voilà. C'est aucune de ces thèses-là. Et moi, je remarque que c'est ça la rumeur. Vous voyez, la rumeur, c'est quand tout le monde parle de quelque chose. La rumeur, la rumeur consiste à établir. Si vous voulez, vous avez un enseignant qui décrit des phénomènes qu'on connaît assez bien, qui correspondent à des thèses, des thèses du complot. C'est aucune de ces thèses-là. C'est aucune de ces thèses-là. Moi, ce que j'ai compris, excusez-moi de votre livre, c'est que vous pensez qu'il y a un complot d'extrémistes au sein de l'appareil d'État américain, de l'appareil militaire, qui a en effet organisé cet attentat que vous dites avoir lieu pour, en gros, faire entrer les États-Unis en guerre contre l'Irak, ça fait dans quelques temps, et contre l'Afghanistan. Est-ce que je vous ai bien lu? Non. Alors essayez de vous... Alors c'est pas très clair. C'est pas très clair, mais prenons le temps. Donc il y a d'une part cette question de l'attentat au Pentagone, dont je dis que pour installer une charge piégée à cet endroit-là, il fallait être habilité ici. Ça veut dire que là, nous avons un complot, si vous aimez ce terme. Donc s'il n'y a pas d'avion, il y a une charge. Attendez, vous me laissez parler si vous voulez comprendre. Oui, bon, allez-y. Donc là, on a quelque chose qui provient de personnel habilité du Pentagone, mais ça peut être n'importe qui, il n'y a pas de degré dans cette charge. Nous avons une deuxième affaire extrêmement complexe. Nous avons le témoignage de Karl Rove, qui est le conseiller le plus proche du président Bush, et nous avons le témoignage d'Ari Fleischer, qui est le porte-parole de la Maison-Blanche, qui ont expliqué tous les deux, au lendemain de l'attentat, au New York Times, au Washington Post et au New Yorker, que les assaillants avaient téléphoné au Secret Service, le service chargé de la protection du président des États-Unis, aux environs de 10 heures dans cette journée, pour poser une exigence, et qu'ils avaient crédité leur appel en donnant les codes secrets de transmission et d'authentification d'Air Force One et de la Maison-Blanche. Pour disposer de ces codes d'authentification, il fallait se trouver au sommet de l'appareil d'État américain. J'en conclus donc que ces assaillants, qui se sont déclarés comme tels, disposant de ça, se trouvaient au sommet de l'appareil d'État américain. Thierry Messant, est-ce que vous avez des éléments d'enquête personnelle ou vous ne faites que collecter, et ça refait le point, et ça c'est pas indigne pour autant, vous ne faites que collecter des interventions officielles qu'ensuite vous utilisez, on va dire, pour accréditer votre thèse? Alors j'ai choisi... Ou est-ce que vous avez des infos personnelles aussi, c'est ça? Les infos personnelles, j'en ai, mais moi j'ai choisi
une méthode pour expliquer ça de manière à ce qu'ils ne puissent pas... Vous n'êtes pas allé sur place, on est bien d'accord, parce que comme vous passez votre temps à expliquer que les journalistes du monde entier sont manipulés ou malhonnêtes, on se demande comment vous travaillez. Je n'ai pas dit que les journalistes du monde entier étaient manipulés ou malhonnêtes, je n'ai pas du tout dit ça. Et donc moi je travaille comme n'importe quelle rédaction, j'ai des correspondants dans différents pays qui font le travail de recherche qu'on leur demande et de vérification sur place.